La parole est à Michel Savin pour 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, nous abordons une partie importante du budget de l'État avec l'examen des crédits de l'enseignement scolaire, dont le montant s'élève à 65 milliards d'euros. Malgré les moyens considérables mobilisés par la puissance publique, les insuffisances de notre système éducatif sont bien connues et perdurent. Ce constat est partagé par un très grand nombre d'acteurs et partenaires de l'éducation nationale, et je ne peux alors que déplorer la faiblesse des solutions retenues dans ce projet de budget pour remédier à une situation qui conduit au creusement des inégalités entre les élèves. L'OCDE insiste régulièrement sur le manque de pertinence des méthodes d'enseignement utilisées en France. Le diagnostic est le même pour la Cour des comptes et son premier président, M. Didier Migaud, qui constate que les résultats insuffisants que nous enregistrons ne proviennent pas d'un manque de moyens budgétaires, ni d'un manque d'enseignants, mais d'une gestion défaillante de ces moyens. Bien que cette conviction soit partagée au-delà des sensibilités politiques, la seule réponse que le gouvernement met en avant pour répondre à l'urgence de réforme de notre modèle scolaire, c'est une augmentation du nombre d'enseignants. En l'absence de véritable réflexion sur l'utilisation des moyens de l'éducation nationale, sur la redéfinition du métier d'enseignant et les méthodes d'apprentissage des connaissances de base, cette mesure semble bien vainement coûteuse. Notre société ne peut faire l'économie d'un débat de fond sur la question de l'utilisation des moyens alloués à l'éducation. Il est la condition d'une réforme du système scolaire efficace et surtout viable sur le long terme. Madame la ministre, le constat est le même concernant le contrat d'apprentissage, dont le Président de la République a pourtant fait un enjeu majeur de son quinquennat. Le gouvernement a annoncé en 2013 son objectif de faire progresser le nombre d'apprentis de 435 à 500 000 à l'horizon 2017. Malheureusement, la réalité s'est révélée bien éloignée de ces annonces, puisqu'en 2013, justement, le nombre de contrats signés a chuté de 8 % par rapport à 2012. Il a encore diminué de 14 % au cours de l'année 2014. Ce type de formation assure pourtant aux jeunes des débouchés professionnels dans 70 % des cas. Or, à la conjoncture difficile s'ajoute un manque de visibilité pour les entreprises, qui ne les encourage pas à conclure ce type de contrat. Réduction du budget de l'apprentissage de 20 % en 2013, diminution du crédit d'impôt lié à la présence d'apprentis, réforme de la taxe d'apprentissage et concurrence des emplois d'avenir. Toutes ces mesures ont contribué à décourager les employeurs potentiels. De plus, certaines des normes techniques et administratives encadrant la conclusion des contrats d'apprentissage sont aujourd'hui trop rigides pour les besoins des entreprises. Là encore, Madame la ministre, un travail de fond s'impose sur ce sujet, et les mesures prises par le gouvernement ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Si des objectifs chiffrés ont été fixés, je déplore l'absence de propositions fortes visant à inciter les jeunes et les entreprises à s'engager sur ces contrats d'apprentissage. Et ce qui est vrai, et mon collègue vient d'en parler, ce qui est vrai pour l'apprentissage, l'est aussi pour la formation professionnelle. Nous sommes confrontés, et nous le savons tous, à un double problème. Sur la formation professionnelle, ces formations sont malheureusement mal valorisées ou très peu valorisées, et elles n'attirent pas assez les jeunes.
Et deuxième problème que nous rencontrons, qui fait suite à cette désaffection des jeunes, c'est ces centres de formation, ces écoles de formation suppriment, dans certains cas, des disciplines parce qu'il manque des élèves. Nous avons ce double problème, manque d'élèves, mais aussi des centres de formation qui sont obligés de supprimer des formations pourtant importantes dans certains métiers, notamment pour ceux du bâtiment. Alors, pour terminer, Madame la ministre, peut-être une petite lueur d'espoir après l'annonce du Premier ministre d'un engagement étatique à long terme dans le financement des activités périscolaires, annonce qui a quelque peu rassuré les élus locaux. Cette participation au fonds d'amorçage, qui a pour objectif d'encourager les collectivités à proposer aux enfants des activités de qualité, est devenue indispensable à de nombreuses communes pour offrir ce service à tous les élèves. Dans un contexte de baisse constante des dotations de l'État, la lisibilité de l'action gouvernementale sur ce sujet est indispensable. Alors même que cette question est de nature à impacter lourdement le budget des communes, d'une manière générale, un effort de clarté doit être entrepris lorsque des décisions sont prises au niveau de l'État, décisions qui ont un impact direct sur les finances des collectivités locales. Dernier exemple en date, qui peut-être est passé un peu inaperçu, c'est la décision qui a été imposée aux communes avec la prise en charge de l'organisation de la demi-journée de consultation des enseignants en octobre. Cette prise en charge a encore une fois de plus représenté un coût injustifié pour les communes dans un contexte budgétaire déjà délicat et peu lisible. Le budget 2015 de l'éducation doit constituer, selon les mots de Madame la ministre, un marqueur de l'importance que le gouvernement accorde à l'éducation comme levier de progrès et de réussite. Une réforme en profondeur du système éducatif, des mesures fortes en faveur de l'apprentissage et une plus grande lisibilité de l'action gouvernementale, voilà 3 points qui font défaut, Madame la ministre, au budget 2015 pour faire du système français un véritable levier de progrès et de réussite. Merci. Merci, mon cher collègue.